Faut-il voir le sport comme une forme d'opium du peuple, ou au contraire, comme une forme d'éducation populaire ? En ce qui me concerne, très clairement, je perçois le sport comme une forme d'éducation populaire. Je n'adhère pas du tout à la critique qui est très souvent formulée à l'encontre du sport, le sport opium du peuple. Il y a eu beaucoup de livres, de sociologues notamment, ces dernières décennies, pour dénoncer les ravages du sport. Bien sûr, le sport peut avoir beaucoup de défauts. Et je crois même qu'il en a beaucoup, particulièrement aujourd'hui. Donc il y a sociologiquement beaucoup de choses à critiquer dans le sport. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer dans le sport contemporain que le sport en tant que tel n'est pas une activité louable, et même le sport contemporain, à mes yeux, revêt encore malgré tout beaucoup d'aspects extrêmement positifs sur un plan culturel. Et je ne parle pas seulement ici du sport en tant qu'activité physique, parce qu'on trouve même des sociologues qui critiquent le sport en tant que spectacle sportif, mais qui valorisent la pratique du sport en tant qu'activité physique. Pourquoi d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on dévaloriserait le sport en tant qu'activité physique ? Ce serait idiot. Non, je valorise aussi le sport en tant que spectacle sportif, et je pense même que bien que la pratique du sport soit quelque chose de tout à fait louable, le spectacle sportif est à mes yeux ce qu'il y a de plus important dans le sport, et je vais m'efforcer de vous expliquer pour quelles raisons. D'abord parce que le sport, à son meilleur, transmet des valeurs qui me paraissent extrêmement positives, et non seulement il transmet des valeurs positives, mais il les transmet aussi d'une manière positive. Parce qu'il y a la question des valeurs transmises, et il y a aussi la question de la façon qu'on a de les transmettre. Alors, quelles sont, pour commencer, les valeurs que le sport contribue à promouvoir ? En premier lieu, ça coule de source, le goût de l'effort. La vie est faite d'efforts, nous avons besoin de faire des efforts. Le sport sanctifie cette lutte permanente qui est le cœur de l'existence, cette lutte pour nous arracher toujours aux difficultés qui sont les nôtres et pour tenter de les surmonter. Le sport est une école de courage, non seulement quand on le pratique, ça demande du courage de pratiquer le sport, mais c'est aussi un exemple, lorsqu'on regarde un spectacle sportif, de voir des athlètes se donner du mal, faire des efforts pour réussir quelque chose. Je trouve que ce sont des valeurs extrêmement louables. Le sport met aussi en avant la discipline au service d'une ambition. Il faut faire des efforts pour remporter la victoire, mais il faut aussi que ces efforts soient disciplinés. Lorsque je parle de discipline, je ne parle pas de docilité, il ne s'agit pas de se soumettre à une instance extérieure, je parle d'autodiscipline. Le sport nous apprend à nous autodiscipliner pour atteindre nos objectifs, et donc il nous amène à devenir rigoureux dans l'existence et à faire preuve d'une abnégation dont les athlètes sont l'incarnation à l'état pur. Le sport, c'est aussi l'acceptation de la souffrance. Faire des efforts et être discipliné, ça nous oblige à souffrir. La souffrance n'est pas bonne en elle-même, mais il faut accepter de souffrir pour parvenir à ses objectifs. L'acceptation de la souffrance est une donnée fondamentale de la vie. Tout cela renvoie à la notion d'héroïsme qui est au cœur du sport. Le sport, c'est la sanctification des héros, non pas en tant que ces héros sont parfaits, sans peur et sans reproche. Donc tout héros a des failles, et d'ailleurs les athlètes sportifs perdent très souvent, la victoire n'est pas toujours au rendez-vous des efforts. Mais malgré la présence, malgré le spectre de la défaite, eh bien l'athlète se bat héroïquement face à cette réalité tragique qu'il essaie de surmonter tant bien que mal. Le sport, c'est donc la reconnaissance lucide du fait que la vie est une lutte, mais le sport ne sanctifie pas une lutte agressive. Ce n'est pas une lutte guerrière. Dans la guerre, on s'affronte pour se détruire. Et parfois, la vie est faite de guerre, bien sûr. Mais le sport, c'est d'abord la sanctification de la lutte en tant qu'elle nous lie paradoxalement les uns aux autres. Le respect de l'adversaire est une donnée cruciale du sport parce que l'adversaire se bat lui aussi pour la victoire, nous nous battons nous aussi pour la victoire, nous pouvons être opposés les uns aux autres dans certaines circonstances, la vie est faite de luttes et d'oppositions de ce genre, mais pour autant nous devons respecter nos adversaires parce qu'eux aussi font preuve de noblesse, eux aussi ont un goût de l'effort et des ambitions qui sont louables, et lorsque parfois nous sommes amenés à nous affronter,
nous devons nous souvenir que nos adversaires ne sont pas des ennemis. Nos adversaires sont des doubles de ce que nous sommes. La vie est faite de luttes, elle est faite de conflits, mais elle ne doit pas être faite de haine. Dans le sport, il y a une sorte de sanctification de la vie comme lutte, mais comme une lutte qui paradoxalement unit les adversaires mimétiquement, parce qu'ils sont animés par les mêmes ambitions. Le sport incarne la philosophie nietzschéenne et païenne en laquelle je crois. La vie est absurde, rien n'a de sens dans l'absolu, objectivement, mais nous autres, êtres humains, donnons un sens subjectif à la vie, en faisant preuve d'ambition, en faisant preuve d'énergie et en faisant preuve d'enthousiasme. Le sport sanctifie cette lutte absurde mais stimulante qu'on appelle la vie. Il sanctifie cette lutte en tant qu'elle est absurde et il la sanctifie en tant qu'elle est stimulante. La vie, elle aussi, comme le sport, est un jeu. Elle ne sert à rien dans l'absolu, elle est vide de sens, mais elle amuse dès lors qu'on s'y investit, qu'on la prend au sérieux, et dès lors aussi qu'on ne la dénigre pas au nom d'idéaux prétendument supérieurs qui reposent en fait sur des illusions. Les idéaux dont je parle sont des idéaux à mes yeux mensongers, comme la vérité éternelle des cieux, ou le bien et le mal absolu. Dans les faits, la vie est beaucoup plus complexe. Le bien et le mal dans l'existence s'incarnent souvent d'une manière trouble. Le sens qui imprègne l'existence n'est pas un sens objectif, c'est un sens subjectif que nous lui donnons, mais nous investissons la vie malgré tout et nous y trouvons du plaisir, de la joie. Eh bien le sport est à l'image de la vie. Quel sens est-ce que ça a de courir après un ballon de football et d'essayer de le mettre au fond des filets adverses? Ça n'a pas de sens. Mais si nous y réfléchissons, notre vie, elle non plus, n'a pas de sens objectivement. Et pourtant, nous prenons plaisir à la vie, de même que celui qui aime le football prend plaisir à un match de football. Il y a un investissement absurde, mais qui prend du sens par la force de notre enthousiasme. Le sport sanctifie cet enthousiasme qui se trouve au cœur de l'homme. J'ai dit que le sport transmettait à mes yeux des valeurs positives, mais que, plus encore, il les transmettait d'une façon positive. Je tiens à expliquer ce que j'entends par là. Le sport transmet des valeurs par l'exemple et par la pratique, sans transiter par l'intelligence abstraite. C'est donc de ce point de vue un véritable instrument d'éducation populaire. La philosophie, c'est quelque chose d'abstrait. Quand on transmet un discours par la philosophie, ça nécessite la médiation de l'intelligence. Quand on veut transmettre des valeurs par le biais de la philosophie, ça transite donc par l'intelligence. Le sport ne transite pas par l'intelligence, il transite par l'exemple et par la pratique. C'est quelque chose qui peut être perçu intuitivement, sans médiation intellectuelle, par tout un chacun. Et par conséquent, le sport peut transmettre des valeurs positives à des gens qui, par ailleurs, n'ont pas de goût ou d'aptitude particulière pour les choses abstraites de l'esprit. Je trouve que c'est une chose extrêmement noble de transmettre des valeurs d'une manière aussi forte et aussi subtile à destination de l'ensemble d'une population. Contrairement à ce que disent ces détracteurs, on ne prend jamais le sport trop au sérieux. Le sport ne meurt pas quand on le prend trop au sérieux, mais au contraire quand on le prend trop à la légère. J'irais même jusqu'à dire que le sport a une portée religieuse pour moi. Une portée religieuse parce qu'il nous confronte à ce qu'est la vie fondamentalement, et parce qu'il fait naître des valeurs spirituelles dans l'homme, des valeurs spirituelles qu'il transmet encore une fois au plus grand nombre. Et d'ailleurs, on pourrait parler de la religion du sport, telle qu'elle était pratiquée dans l'Antiquité. Chez les Grecs, le sport était véritablement une religion, parce qu'on considérait que les épreuves sportives étaient à la fois un hommage rendu aux dieux et un hommage rendu à l'homme. Les deux étaient vrais en même temps pour les Grecs. Et là encore, je trouve que c'est une leçon extrêmement stimulante qui tranche avec les religions auxquelles nous sommes habitués à l'époque moderne, et notamment avec le christianisme. Pour le christianisme, il y a Dieu d'un côté et il y a les hommes d'un autre côté. D'ailleurs, Dieu a créé le monde ex nihilo, à partir de rien. Dieu est différent du monde, il est différent des hommes. Chez les Grecs, le divin parcourt la création. Il y a donc du divin dans la nature est sacrée, il y a une dimension écologiste dans le paganisme grec, mais l'homme lui-même est sacré.
Le paganisme grec est donc à la fois écologiste et humaniste. Les deux sont vrais en même temps. Les dieux sont présents dans la nature et ils sont présents dans l'homme. Le sport met cela en scène parce que le sport, c'est la confrontation amicale de l'homme avec la nature. Nous devons vivre au milieu d'une nature qui est parfois hostile, mais néanmoins, nous devons vivre en harmonie avec la nature. Nous ne devons pas nous opposer aux dieux, nous devons parfois combattre des aspects de la nature, mais ce combat est un combat respectueux, un combat qui vise à l'harmonie et non pas à la domination de la nature. Il y a un exemple que j'aime prendre pour illustrer cet aspect de la mentalité grecque et de la religion grecque, c'est l'exemple du javelot pendant les épreuves sportives. Les Grecs adorait l'idée que le sportif était soumis aux aléas de la nature. Et c'est la raison pour laquelle le javelot utilisé par les athlètes grecs était léger, particulièrement léger. On leur imposait d'utiliser un javelot léger pendant les épreuves parce qu'à la moindre rafale de vent, le javelot était dévié de sa course. Et donc, pour remporter une épreuve de lancer de javelot, il fallait bien sûr être un remarquable lanceur de javelot, être un athlète d'exception, mais il fallait aussi avoir de la chance, il fallait que la nature vous sourie, que les dieux soient avec vous. C'est une très belle leçon de vie. L'homme doit s'enorgueillir de ses capacités, il ne doit pas faire preuve d'une humilité excessive, il doit se battre, apprendre à se développer pour évoluer dans l'existence. Mais cette lutte, ce goût de l'effort, cet héroïsme, doivent respecter la nature et respecter les dieux. Nous ne sommes rien par nous-mêmes sans l'appui des dieux et sans une vie en harmonie avec la nature. Donc il y a quelque chose à la fois d'héroïque et de tragique dans la culture et dans la religion grecque, et tout ça est sanctifié par la religion grecque qui est vouée au sport et aux compétitions athlétiques. Alors là, j'ai parlé de ce que je trouvais de remarquable dans la religion grecque du sport, mais très clairement aujourd'hui, le sport n'est plus perçu de la même façon qu'à l'époque des Grecs. Alors par quoi le sport est-il corrompu au XXIe siècle ? D'abord, je crois que le sport est corrompu par l'argent. On ne se bat plus aujourd'hui par héroïsme, mais pour gagner du fric, et ça change tout. Le showbiz et le marketing prennent le pas sur le sport authentique. Ça ne me gêne pas en soi que des athlètes soient professionnels, qui gagnent leur vie avec le sport. Ce qui est proprement gênant, c'est qu'ils gagnent des sommes aussi indécentes et que le sport lui-même, en réalité, devienne un exercice de marketing. Le sport n'est plus une religion, on ne le prend plus au sérieux. Le sport devient un instrument de divertissement des masses. Et oui, dans ce contexte, le sport risque de devenir un opium du peuple. Il le devient à beaucoup d'égards. Il y a autre chose qui me paraît très problématique dans le sport contemporain, c'est la culture du résultat. Aujourd'hui, l'efficacité l'emporte sur la beauté du geste et sur le panache, parce que tout est cadré, tout est normé, tout est préformaté. On veut la victoire avant tout, sans se soucier de la manière. Je crois bien sûr qu'il faut prendre le sport très au sérieux, mais ce qu'il faut prendre au sérieux, ce n'est pas tant la victoire, c'est d'abord la manière de remporter cette victoire. Remporter la victoire avec panache et avec style, c'était une question d'honneur pour les Grecs. Or, j'estime que l'héroïsme vaut mieux que le calcul comptable. Le sport a hérité de valeurs traditionnelles que je trouve extrêmement belles, mais aujourd'hui, le sport se soumet à une logique mercantile et épicière, une logique qui est en réalité celle du libéralisme. Alors, quels sont mes sports favoris ? Là, j'en viens à des considérations plus subjectives, sans doute. Tous les sports ont des qualités, c'est une affaire de goût à beaucoup d'égards, mais enfin tout de même, je voudrais parler des sports qui me tiennent particulièrement à cœur et dire pourquoi ces sports me plaisent autant. D'abord, j'aime beaucoup le cyclisme. J'aime beaucoup le cyclisme parce qu'il met en valeur la dimension épique de l'effort. Le cyclisme, c'est un sport dans lequel vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de la souffrance pour espérer remporter la victoire. C'est un sport d'endurance à l'état pur. Le cycliste qui remporte la victoire doit souffrir pour gagner. Je trouve que c'est très beau, que c'est une leçon de vie. Le cyclisme, c'est aussi la communion avec la nature. Vous êtes sur votre vélo, vous pédalez au milieu d'une nature hostile, et vous vous confrontez courageusement aux épreuves que cette nature vous impose. La nature est belle, et en même temps, la nature est dangereuse et elle est difficile. Cette ambivalence
typiquement païenne, était au cœur de l'esprit tragique grec. Je trouve qu'on retrouve ça d'une manière très belle dans le cyclisme contemporain. Lorsque vous êtes cycliste, eh bien vous ne pouvez pas gagner, même si vous êtes le plus fort, dès lors que vous êtes confronté à la dureté du climat, lorsque le vent est trop violent, une attaque qui aurait pu vous valoir la victoire, eh bien, vous confronte à la défaite parce que le vent s'est opposé à vous. Vous avez été confronté à des éléments plus forts que vous et vous n'êtes pas parvenu à les surmonter. Le cyclisme, c'est aussi la rudesse des montagnes qu'il faut gravir jusqu'à leur sommet. Donc il y a vraiment cette dimension épique de la confrontation de l'homme à la nature, mais une confrontation harmonieuse, une confrontation au cœur d'une nature qui est par ailleurs belle et indomptée. Le cycliste pour lequel j'ai sans doute le plus d'admiration, c'est un cycliste qui a repris sa retraite maintenant depuis d'assez nombreuses années, c'était Paolo Bettini. Il y a d'autres cyclistes qu'on pourrait montrer en exemple, mais je trouve que Paolo Bettini était vraiment un cycliste remarquable qui avait un goût de l'effort et un sens offensif qui était vraiment admirable. Paolo Bettini avait une formule, il disait « Moi, quand je gagne, je veux que ce soit le casino ». Il voulait dire par là qu'il fallait que la victoire soit belle. Il préférait prendre des risques, même si ces risques lui ont sans doute coûté beaucoup de victoires, parce qu'il voulait que quand la victoire était au rendez-vous, il fallait que la victoire soit belle. Et donc il fallait prendre des risques, il fallait faire preuve de panache pour que la victoire soit belle et qu'il soit fier d'avoir gagné la course. Paolo Bettini était vraiment un cycliste exceptionnel. L'autre sport que j'aime par-dessus tout, et même sans doute le sport que je préfère, je dois dire, sport que j'aime en tant que spectacle sportif et aussi du point de vue de la pratique, c'est le catch. Alors je suppose que ça amusera la plupart d'entre vous. Le catch n'a pas très bonne presse, c'est un sport qui est jugé comme manquant de sérieux. Moi je trouve que c'est un sport extraordinaire. Alors bien sûr le catch, je ne dévoile pas un secret en le disant, c'est un sport spectacle, les combats sont scénarisés, mais les prouesses des athlètes sont des prouesses réelles et des prouesses exceptionnelles. Les prouesses sportives qu'on trouve derrière le catch sont vraiment des prouesses sportives très complètes, parce que le catch demande de la force, de l'endurance, de la technique, ça demande de la vitesse, ça demande de la voltige, et ça demande même d'avoir du charisme et un bon sens de la comédie. Ça demande de l'intelligence de pratiquer le catch, parce qu'il faut réussir à... il y a une narration du catch, donc il faut réussir à épouser une narration intelligente. On ne peut pas porter n'importe quelle prise à n'importe quel moment. D'ailleurs, les catcheurs sont souvent des gens qui ont beaucoup d'intelligence. Ce ne sont pas des gens cultivés. En général, c'est un sport populaire, mais ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup d'intelligence pratique. C'est un sport qui nécessite de l'intelligence pratique. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, le catch, c'est aussi le sport d'équipe par excellence. Parce que un beau combat de catch, c'est un combat de catch réussi avec son adversaire. Dans le catch, la victoire, on n'en a rien à faire puisque le scénario est écrit d'avance. Donc le but, ça n'est même pas de remporter la victoire, le but c'est simplement que le combat soit beau. Et pour que le combat soit beau, il faut vraiment être en harmonie avec son adversaire. Et d'ailleurs, en réalité, souvent, lorsque des catcheurs s'affrontent très souvent, ça n'est pas parce qu'ils se haïssent dans la vie réelle, mais c'est justement parce qu'ils sont amis. Et parce qu'ils sont amis, ils aiment catcher l'un contre l'autre et leur complicité est un élément moteur dans la qualité des combats qu'ils livrent au public. Donc vraiment, le catch, ce n'est pas du tout un sport qui repose sur le culte de l'agression. Au contraire, c'est un sport qui repose sur la coopération. Le sport, de ce point de vue, et le catch, en tant que sport, est très proche de la danse, par exemple. Le catcheur pour lequel j'ai le plus d'estime actuellement, c'est un catcheur japonais, Kazuchika Okada, parce que c'est un catcheur très polyvalent, qui incarne le catch dans sa dimension la plus classique. Kazuchika Okada est surtout un catcheur d'une très très grande élégance. Tous les gestes de Kazuchika Okada sont d'une pureté absolument parfaite. Okada a une précision et une pureté de style qui sont à mon avis inégalées dans l'histoire du catch. Et Okada fait partie des hommes qui me donnent envie de vivre. J'ai envie de vivre lorsque je lis un livre de Nietzsche. J'ai envie de vivre lorsque je lis un livre d'Emerson. Et bien très sincèrement, j'ai envie de vivre de la même façon, avec le même enthousiasme. Quand je vois un combat de catch de Kazuchika Okada, ce sont des gens
qui rendent l'existence plus belle et plus stimulante. Il y a encore un dernier point que je voudrais aborder à propos du catch, mais ça vaut pour le sport en général. Ce sont des problématiques économiques dans l'univers du catch. On assiste depuis quelques années à l'essor du catch indépendant contre la toute puissante fédération WWE, la WWE, qui est la principale fédération de catch à l'échelle de la planète. La WWE est en situation de quasi-monopole dans le monde du catch. Mais on voit émerger depuis quelques années de plus en plus des fédérations de catch indépendantes. Des fédérations qui existent notamment grâce au développement des réseaux sociaux et de l'Internet, parce que ces fédérations ont la possibilité de diffuser les matchs aux communautés de fans, et la visibilité que leur offre l'Internet permet à ces petites fédérations de prendre leur essor, ce qui était impossible par le passé. On voit aujourd'hui un mouvement de fond avec des fédérations indépendantes qui essaient de se liguer entre elles pour devenir plus fortes économiquement et pour tenter de rivaliser face à la WWE. Elles mettent donc en place un processus mutualiste et fédéraliste, exactement du même type que celui que Proudhon voulait voir à l'œuvre dans l'économie. Eh bien, je pense que ce qui est à l'œuvre dans le catch indépendant ces dernières années, c'est ce qu'on doit voir à l'œuvre dans l'économie de manière générale pour lutter contre les grands groupes commerciaux. La WWE propose un catch qui est un catch commercial, qui est un catch souvent infantile, qui prend les spectateurs pour des idiots, avec des histoires imbéciles, manichéennes, souvent machistes, et qui propose des combats de catch qui plus est d'une grande médiocrité athlétique. Le catch indépendant, au contraire, propose des narrations beaucoup plus adultes, avec des personnages beaucoup moins manichéens, et surtout propose une qualité de catch qui, sur un plan athlétique, est sans commune mesure avec la médiocrité des combats de la WWE. Nous devons aujourd'hui promouvoir le mutualisme pour aider le catch indépendant à se développer, pour aider l'économie indépendante à se développer, et faire en sorte que la qualité l'emporte sur l'esprit commercial. C'est un combat d'avenir.